Du coup, OVNI 78, un livre de 600 pages. Je ne sais pas si tu peux commencer par nous raconter un peu de quoi ça parle, quelle est la trame de l'histoire, pourquoi ce choix du coup de croiser des histoires d'ufologie et de brigade rouge. Et voilà. Merci, merci à tout le monde. Je pars du titre. Le titre réunit deux arguments, c'est-à-dire l'espace, les ovnis qui viennent de l'espace, et les temps, c'est-à-dire l'année 1978. Je pars de là, du contexte du roman, parce que l'année 1978 en Italie est très importante parce que là termine le long 68 qu'en Italie, plusieurs historiens disent qu'a duré 10 ans, c'est-à-dire que le mouvement, les révoltes, les changements radicaux de la société, les désirs d'un changement radical de la société en Italie a commencé en 1968, mais a duré 10 ans. Et 1978, c'est une année bascule, on peut dire comme ça. C'est-à-dire que là, se termine ces dizaines d'années de révolte, et on peut dire que commence une période différente, les années 80. Commence une période entre les années 70 et les années 80, qui, je pense, en Italie, commence vraiment avec la victoire de l'équipe de football dans les championnats du monde en 1982. Et, oui, c'est ça. Et donc, il y a 4 ans entre 1978 et 1982, en période moyenne, qui n'est pas encore les années 80 et n'est pas du tout les années 70. Et pendant cette dizaine d'années, la révolte, le mouvement, la recherche d'un changement social a conquéri beaucoup de choses, parce que dans l'année 1978, on a la loi pour la légalisation de l'avortement en Italie pour la première fois. Il y a une loi qui ferme et donc ouvre les hôpitaux psychiatriques. Je pense que cette loi, s'il n'aurait pas eu lieu en 1978, on ne pourrait pas l'avoir maintenant. Si maintenant en Italie, on avait des hôpitaux psychiatriques comme on les avait dans les années 70, maintenant on ne pourrait pas les fermer. Serait très difficile que quelqu'un arrive et dise voilà que les personnes qui sont là peuvent vivre dans la société, ne doivent pas être séparées, parce que si on lit ce qu'on disait à ce moment-là, surtout les écrits de Franco Basaglia, qui était le théoricien de la libération des hôpitaux psychiatriques, si on lit qu'est-ce qu'il disait, il disait quelque chose que maintenant peuvent s'appliquer aux sans-papiers. Non, c'est exactement la même chose. Donc je pense qu'aujourd'hui en Italie, si quelqu'un arrive et dit voilà, il faut ouvrir les hôpitaux psychiatriques, on n'y arriverait pas à faire ça. Donc c'est grâce à ce moment historique
qu'on est arrivé à faire ça. Mais en 1978, la vague de la révolte, du changement, de quelque façon, retourne sur soi, revient à l'arrière. Il y a, et il y a un moment où tout le monde est fatigué par la lutte, est fatigué par pour la vie en public, toujours, et donc il y a une sorte de contre-révolution, tout le monde se renferme, pas tout le monde, mais beaucoup de gens se renferment dans les privés, dans des intérêts privés, pas publics, pas communs. Et aussi, c'est l'année où en Italie, l'héroïne devient un problème de masse. Et peut-être que la réponse à la fin des luttes que les jeunes trouvent, c'est ou de rester chez soi. Tu ne dois pas faire politique, tu restes chez toi, ou l'héroïne, ou la lutte armée. Ce sont les trois perspectives que les jeunes ont dans cette année. Mais pour l'Italie, c'est une année très importante parce que aussi c'est l'année des 3 papes. Maintenant, le pape est mort et quand le pape meurt, on dit quand le pape meurt, on fait un autre pape. En Italie, on dit comme ça, mais en 1978, on a fait 2 papes. C'est-à-dire c'est l'année des 3 papes. Il y en avait un qui est mort, puis il y en avait un autre qui est mort et encore un autre qui était le pape Karol Wojtyła. Et donc, pas très important. Et 1978, c'est aussi l'année pour l'Italie de l'enlèvement d'Aldo Moro par les Brigades Rouges. Aldo Moro était l'architecte d'un pacte entre le Parti communiste et la démocratie chrétienne. C'est-à-dire que pour la première fois, le Parti communiste était en train de soutenir un gouvernement de la démocratie chrétienne. Et l'architecte de ce pacte était Aldo Moro. Et les Brigades Rouges, évidemment, n'étaient pas d'accord parce qu'ils pensaient que c'était la fin des luttes, que le Parti communiste se vendait à la démocratie chrétienne pour avoir de sièges dans des ministères comme ça. Et donc, Aldo Moro est enlevé, est caché dans la prison du peuple, est interrogé. Les Brigades Rouges ont promis qu'ils auraient révélé les interrogatoires d'Aldo Moro en public. Ils ne l'ont jamais fait. Et puis, après 55 jours dans la prison du peuple, Aldo Moro a été tué. Surtout parce que le Parti communiste ne voulait pas parler avec les Brigades Rouges, s'accorder avec les Brigades Rouges parce que ça voulait dire pour l'opinion publique que le Parti communiste en effet était voisin des Brigades Rouges.
Donc, c'est le Parti communiste, le parti qui ne voulait pas du tout que l'État ait de relations avec les terroristes qui demandaient de libérer de prisonniers politiques, qui demandaient la libération de camarades. Mais surtout, le Parti communiste ne voulait pas ça. Et la démocratie chrétienne aussi, parce que Aldo Moro, c'était pas bien vu par tout le monde dans la démocratie chrétienne. Mais dans tout ça, l'Italie est aussi le pays en 1978 dans lequel on a eu le plus grand nombre de visions d'OVNI dans un seul pays, dans une seule année dans le monde. C'est un primat qui résiste. On a eu plus de 2000 témoignages de visions d'OVNI, de personnes qui ont témoigné d'avoir été enlevées par les extraterrestres ou bien qui ont dit « moi je veux les extraterrestres sortir de leurs trucs comme ça ». Et bon, le roman commence parce que nous nous sommes interrogés pourquoi cette année est l'année de l'enlèvement d'Aldo Moro, et l'année de l'héroïne, et l'année de trois papes, et l'année de championnat du monde en Argentine, où on doit... Ah oui, on a beaucoup discuté en Italie si l'équipe de football devait aller en Argentine, parce que c'était l'Argentine de la dictature, non? Donc si c'était mieux de ne pas participer, comme ça. Donc, une année pleine de choses. Et pourquoi les ovnis? En effet, les journalistes ont donné leur réponse. Ils ont dit que les personnes regardaient le ciel parce que regarder la Terre à ce moment-là, c'était trop pénible, c'était difficile. Si tu regardais la Terre, il y avait toujours des conflits, des combats entre la police et les jeunes, toujours de l'héroïne dans les rues. Et donc, voilà que tout le monde regardait un autre, regardait le ciel, en espérant que quelque chose arrive, ou bien en espérant de s'enfuir avec les extraterrestres de ce monde terrible. Et moi, je ne crois pas que c'était un désir de fuir, mais bon, la réponse, c'est dans la trame du roman. Là, il y a une femme qui est une des trois protagonistes du roman, qui est une anthropologue et qui a décidé d'étudier les ovnilogues, les ufologues, en participant à leurs réunions, à leurs rencontres, et qui s'aperçoit que les ufologues rentrent dans deux typologies. Il y a les ufologues paranoïaques qui pensent que l'État peut-être sait qu'il y a des extraterrestres, mais nous cache la vérité, et qui sont prêts à penser que si tu vois une lumière dans la nuit, voilà que c'est un extraterrestre qui arrive. Donc, qui veulent croire et qui pensent qu'il y a des vérités cachées à propos des extraterrestres. Et puis, il y a une deuxième typologie d'ufologues qui pensent d'être illuministes, entre guillemets, c'est-à-dire que
croient d'être du côté de la science et ils interrogent les témoins toujours pour comprendre si ils ont vu vraiment un ovni, si c'est possible que cette lumière c'était en effet des extraterrestres ou bien c'était seulement un avion oui, un ballon météorologique ou l'effet de quelqu'un qui a trop bu. Et ces ufologues toujours veulent identifier les ovnis. Tandis que les ovnis sont non identifiés, mais ils veulent identifier. Ils sont comme des flics de l'espace qui toujours demandent les papiers aux extraterrestres. Donc, tu es vraiment un ovni, tu as vraiment vu un ovni, tu es vraiment un extraterrestre, tu es quelque chose d'autre, comme ça. Et l'anthropologue découvre qu'il y a une troisième catégorie, une troisième typologie de ufologues qui appelle soi-même ufophile, c'est-à-dire qu'il pense que les ovnis sont intéressants justement parce qu'ils sont non identifiés. Et que quand tout le monde, l'État, la police, veut t'identifier, veut savoir si tu es un terroriste ou si tu es avec l'État, veut voir tes papiers, bloque les roues pour contrôler, on peut pas faire la même chose avec les ovnis. Il faut accepter les non identifiés. Et donc les ufophiles s'appellent comme ça justement parce qu'ils ne sont pas ufologues, ils ne veulent pas étudier les ovnis, ils veulent les aimer. Seulement comme ça. Parce qu'ils aiment ceux qui ne s'identifient pas. Et voilà, là c'est le contexte du roman. Mais en tout cas, dans ce livre, on suit vraiment les différentes familles. Et il y a un passage qu'avait isolé François. Alors, je ne sais pas si tu peux le lire, j'essaie de le lire. On est tous les deux des très beaux lecteurs. Allez, vas-y. Justement, c'était pour illustrer vraiment ce que tu viens de dire. Du coup, là, Milena, l'anthropologue, rencontre Jimmy, l'ufophile. Et du coup, il lui explique que lui, j'ai pas vu la page, que lui, il n'aime pas les ufologues. Et il conclut en disant: les ufologues sont les ennemis des objets non identifiés. Leur but est de les identifier et donc de les priver du droit à l'indétermination. Nous autres ufophiles, en revanche, cette indétermination, nous la respectons. Nous ne prétendons pas établir précisément ce qu'ils sont et d'où ils viennent. Si c'est de notre esprit ou d'une autre galaxie, si ce sont des mirages ou des pareidolies, je ne sais pas ce que c'est, des archétypes ou la réalité. Mais moi, en gros, quand j'étais tombé sur ce passage-là, je me suis dit que peut-être ce personnage, finalement, de ce Jimmy, là, ufophile, c'était peut-être l'expression, c'était peut-être wooming caché, en fait. Et parce qu'on va y revenir un peu après, mais en gros, Woomy, à travers son histoire et ses derniers livres, vous avez beaucoup travaillé sur la question du complotisme, mais aussi des imaginaires qui se déploient soit sous le capitalisme, soit sous le fascisme, ou soit sous la révolution. Et, mais du coup, je me suis dit que ce personnage, c'était sans doute peut-être vous. Enfin, ou du moins, il exprimait votre position. Et voilà, bon, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je pense que
Jimmy, les ufophiles, c'est la réponse au binarisme qu'on utilise toujours, non? Quand, face au complotisme, il y a toujours un choix binaire entre le paranoïaque et les rationalistes. Et toujours, les rationalistes essayent d'une façon, je crois, paternaliste d'expliquer aux paranoïaques qu'ils n'ont pas vraiment compris les problèmes, qu'ils n'ont pas vraiment compris la vérité, et utilisent la science, la raison pour démontrer ça, les debunking, non? Et je crois que l'ufophilie, c'est une réponse pour, d'une part, dire voilà que le paranoïaque exprime un désir réel, un désir de mystère, de non identifié, de quelque chose qui arrive et d'un changement. Donc, il faut reconnaître que le paranoïaque, au départ, cible un noyau de vérité, et aussi qu'ils suivent des histoires qui sont fascinantes, parce que les ovnis, ce sont des mythes qui sont fascinants. Et on ne peut pas oublier ça si on veut répondre. On ne peut pas seulement détruire ce désir, parce que ça serait comme expliquer les trucs d'un magicien. Donc, tout le monde qui assiste au spectacle d'un magicien veut croire que là, il y a quelque chose de merveilleux, de magique. S'il arrive quelqu'un qui seulement explique, bon, ça c'est détruire la magie. On peut peut-être, il vaut mieux de trouver une façon magique d'expliquer, trouver une façon magique qui répond au paranoïaque, mais qui laisse la merveille intacte. Et voilà que les ufophiles font ça parce qu'ils reconnaissent la merveille. Ils pensent que le non identifié c'est merveilleux, mais ils pensent qu'on peut l'accepter sans vouloir en savoir plus. Toujours en savoir plus, toujours il y a quelque chose quelqu'un me cache. On peut respecter les droits à l'opacité de ce qui n'est pas identifié. Comme on fait quand on connaît quelqu'un, tout ne doit pas toujours savoir tout à propos de ton ami, non? Ton ami a son droit à l'opacité, il y a quelque chose qui ne s'explique pas. Et voilà que les ufophiles font quelque chose de semblable. Moi, il y a un truc qui me marque, c'est que, de toute façon, vous n'avez pas choisi cette date au hasard, mais finalement, ce contexte, l'enlèvement d'Aldo Moro, d'ailleurs, en s'intéressant à la question, moi, il y a des trucs que j'ai découvert, que l'atmosphère, vous appelez ça une atmosphère nord-irlandaise d'ailleurs, par rapport au conflit Belfast, Angleterre de l'époque, avec des barrages partout, des dérives législatives de partout, avec une presse aux ordres, avec personne pour émettre un bémol contre cette espèce de, je
je sais pas, d'emballement médiatique sur l'enlèvement d'Aldo Moro. Et pour toi, ou pour vous, c'est vraiment totalement lié, cette espèce de période de répression ou de dérive vers une forme de début de totalitarisme ou de fascisme ou de machin, à ces gens qui lèvent les yeux vers le ciel. Enfin, les deux vont ensemble. Les ovnis partout et la répression partout. Oui, parce qu'en effet, je crois que nous croyons que les ovnis partout sont le symptôme d'un désir de non identifier, tandis que tout le monde veut identifier tout le monde. En Italie, il y a une longue histoire de législation d'urgence. Ça a commencé en 1893 contre les anarchistes et toujours en Italie on fait des lois d'urgence qui vont rester aussi quand l'urgence termine. C'est la façon de faire des lois. Parce que la façon parlementaire normale, c'est trop long, ça dure beaucoup, et alors toujours on raccourcit grâce à l'urgence pour introduire plus de contrôle. Et le 1978 a été une année de législation d'urgence pendant la période de l'enlèvement d'Aldo Moro, mais cette législation ne s'est pas terminée avec l'assassinat d'Aldo Moro. Elle restait là, comme toujours, parce qu'en Italie c'est toujours comme ça. Parce que c'est plus facile d'introduire des lois en état d'urgence. Tout le monde est d'accord, parce que là, il y a un problème qui doit être confronté. Et donc, c'est plus facile d'avoir l'accord de la société. Mais on profite de l'urgence pour introduire des lois qui doivent rester là. Et nous avons en effet écrit le roman pendant la période du confinement, pendant la période du Covid. Et on voyait qu'il y avait des traits d'union entre l'identification pour l'urgence terrorisme de 1978 et l'identification pour l'urgence Covid il y a 5 ans. Pas seulement une identification avec des papiers ou avec des lois, mais aussi une identification sociale, c'est-à-dire que on devait toujours être contre ou pour quelque chose. Toujours, tu devais dire si tu étais pour les vaccins ou tu étais contre les vaccins, et si tu exprimais une critique contre au moins en Italie, contre les mesures du confinement, les passes sanitaires, comme ça, tu étais avec ceux qui étaient contre les vaccins, les paranoïaques, justement, ceux qui pensent que les vaccins nous changent la façon de penser, et comme ça. Et alors, l'obligation, c'était toujours, tu dois dire oui à tout ce qui se passe, à tout au confinement, au pass sanitaire, parce que autrement tu ouvres la porte pour
pour l'entrée de ces gens-là qui sont terribles, qui croient des choses incroyables et dangereuses et comme ça. Et alors je pense qu'il y a de traits d'union et en effet, en Italie au moins, pendant la période du Covid, on a eu beaucoup de visions d'OVNI. Je pense que beaucoup de gens étaient chez soi, et donc qu'est-ce que tu fais quand tu es chez toi? Tu ouvres la fenêtre, tu regardes un peu le ciel, et peut-être tu es fatigué du confinement et tu vois quelque chose. Peut-être que tu es chez toi, tu fumes quelque chose, tu manges quelque chose d'un peu hallucinogène, et donc tu vois quelque chose dans le ciel. Et peut-être que l'environnement était un peu mieux parce que il y avait peu de voitures, donc le ciel était un peu mieux, et donc tu vois quelque chose que tu ne peux pas voir autrement. Et bon, voilà que le 2020, c'est la troisième année en Italie pour vision d'OVNI. Le premier c'est 1978, le deuxième c'est 1954 et le troisième c'est 2020. Donc là, il y a quelque chose. Et moi, il y a un truc qui me marque, c'est que finalement, justement, dans cette comparaison entre 78 et la période Covid, finalement, 78, les différents personnages ne sont pas du tout décrits comme des gens repliés sur eux. Les personnages dans l'ufologie, dans l'ufophilie, ils ont tous les yeux pointés vers le ciel, ici-bas c'est trop dégueulasse, une distraction dans une période noire pleine de sombres pensées, mais surtout l'extrême droite est présente, mais l'extrême droite est présente en arrière-plan. Elle n'est pas présente, je crois, dans ces fantasmes ou dans ses réflexions sur les soucoupes volantes. Alors que pendant la période Covid, il me semble que là, justement, elle n'est pas en arrière-place, elle est en premier rang de ces considérations sur on nous cache tout, l'antivague, machin, et qu'on n'est plus du tout dans la même période. C'est-à-dire que à ce moment-là, l'ufophilie ou l'envie de regarder vers le ciel en 78 apparaît encore comme positive, alors qu'à l'époque du Covid, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de ça qui est sorti. Et je crois qu'il me disait la même chose pour l'Italie. En effet, en Italie, l'extrême droite a profité de la période du Covid et le gouvernement qu'on a maintenant en Italie d'extrême droite, de fascistes, extrême droite, ce sont des fascistes, est sorti de la période du Covid parce qu'en effet, le parti Frères d'Italie, Fratelli d'Italia, s'est tenu un peu à côté, hors de loi de confinement, n'était pas au gouvernement, donc a profité de la situation, ne devait pas gérer la situation, et en effet, souvent a exprimé des critiques qui la gauche, la soi-disant gauche, n'exprimait pas. Justement parce qu'on pensait qu'exprimer des critiques, comme je disais avant, c'était ouvrir la porte pour les monstres. Tandis que les fascistes n'ont pas peur des monstres. Donc, ils ont ouvert la porte et ils ont dit venez, venez, il n'y a pas de problème. Et maintenant, on est arrivé à ça justement. Je pense que
en 1900, dans nos romans, les fascistes, les néofascistes sont dans l'arrière-plan pour des raisons de trame, de plot, parce que, bon, là, il y a en effet dans les romans un mystère. Il y a deux garçons, une femme et un garçon, des scouts qui ont disparu en 1976 à la montagne. Personne ne sait où ils sont et tout le monde les cherche. Et seulement en 1978, il y a quelqu'un qui arrive à comprendre un peu de vérité à propos de cette disparition. Et c'est pas la police, parce que dans nos livres, la police n'arrive pas à la vérité, mais ne cherche pas la vérité. Ceux qui cherchent d'arriver à comprendre ce qui s'est passé sont une anthropologue, un écrivain qui croit trouver des traces extraterrestres dans l'archéologie, et son fils qui est un toxicomane, et Jimmy, l'ufophile, donc c'est une étrange brigade qui cherche la vérité et qui la trouve mieux que les hommes avec un uniforme et les flics qui toujours dans les gialli, les noirs italiens, il y a toujours des flics qui font des choses que les flics ne font pas en Italie, c'est-à-dire de s'intéresser vraiment à trouver les criminels, les responsables, non, ils s'intéressent de trouver quelque chose à vendre à l'opinion publique rapidement, c'est ça. Et donc nous n'aimons pas de mettre de flics au centre d'une detection, de la recherche de la vérité, parce qu'en effet, en Italie, ces flics sont seulement dans le bouquin, seulement dans les romans. Il n'y en a pas en réalité. Mais dans les romans, il y en a beaucoup, hein, beaucoup de flics des flics de gauche, des flics qui s'intéressent à la poésie, comme ça, qui s'intéressent à la vérité, et qui dans les autres veulent les bloquer, mais ils cherchent toujours la vérité, comme ça. Mais là, il n'y en a pas. Moi, je me posais la question sur, en fait, c'est votre premier livre, si je ne me trompe pas, sur l'Italie. Complètement. Et sur cette décennie là, des années 70. Et je me demandais quels enjeux il y avait eu pour vous à faire ce livre et quel écho il avait reçu. Si les gens en Italie l'avaient perçu comme un livre sur le mouvement des années 70 ou alors sur l'ufologie ou sur... Bon, alors, ça a été intéressant de travailler avec des mémoires, parce que souvent nous écrivons de romans historiques, mais à propos de périodes desquelles personne ne se souvient pas. C'est-à-dire que, oui, comme l'œil de Carafa ou des autres, ou Manitoane, il n'y a personne qui tu peux interroger pour demander qu'est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé. Là, on avait nos frères, nos parents, nos amis, plein d'amis qui ont vécu
les années 70. Moi, je suis né en 74, donc je ne peux pas dire. Je me souviens de l'enlèvement d'Aldo Moro, je me souviens de mes parents qui en parlent, je me souviens un peu de l'atmosphère, mais je ne peux pas dire que je me souviens de ce qui s'est passé. Et ça a été intéressant d'interroger et d'utiliser des témoignages et des mémoires et aussi de distinguer entre la mémoire des faits et les faits de la mémoire. C'est-à-dire que quand tu écris un roman, les faits de la mémoire, c'est-à-dire les faits qui quelqu'un se souvient de quelque chose dans cette façon, est une vérité. C'est vrai qu'il se souvient comme ça d'un fait, et qui est différent de la mémoire des faits, c'est-à-dire que la mémoire des faits change, chacun d'entre nous a des mémoires différentes. Donc, il faut balancer des choses, c'est-à-dire la vérité qui est le fait de la mémoire et la mémoire des faits qui peut-être n'est pas vraie, n'est pas, ou c'est une partie de la vérité. Et donc, travailler avec les mémoires est très intéressant. C'est la première fois qu'on fait ça. Et bon, je crois que l'attente en Italie, c'était d'un roman qui parlait de l'enlèvement d'Aldo Moro. Et les romans ne parlent pas de l'enlèvement d'Aldo Moro qui se trouve dans l'arrière-plan. Aldo Moro est une espèce d'extraterrestre parce qu'en effet, si on lit les quotidiens, les revues de la période, Aldo Moro parce que vous savez qu'il écrivait des lettres de la prison du peuple. Cette lettre, les Brigades Rouges les ont consignées, envoyées aux journalistes, à la famille, et certains sont parus sur les revues comme ça. Et là, on disait qu'Aldo Moro n'était pas Aldo Moro. Et tout le monde était paranoïaque à propos de qu'est-ce qu'ils ont fait avec lui. Ils l'ont convaincu à écrire ces choses. Il a stockholmisé, c'est-à-dire qu'il a la syndrome de Stockholm, non? Donc il partage pour ses ennemis. Et toujours on s'interrogeait sur ces lettres, mais et donc Aldo Moro était traité comme un fou. Il a complètement perdu la raison. Et bon, on peut comprendre qu'il a perdu la raison parce que voilà, il est dans la prison du peuple comme ça. Et donc, il était traité comme vraiment comme un extraterrestre. Mais si on lit ces lettres aujourd'hui, ce sont les lettres d'un homme qui fait ce qu'il a fait pendant toute sa vie, c'est-à-dire de la politique. Il essaye, avec les mots, avec la politique, de gagner sa liberté. Seulement ça. Et donc, il cherche de dire des choses que les Brigades Rouges veulent savoir. Il cherche de dire des choses en diagonale comme ça, non? Un peu entre les lignes à ses compagnons de la démocratie chrétienne. Il parlait toujours comme ça. Si on écoute les discours d'Aldo Moro, ce sont la même chose que les lettres. Mais les lettres ont été interprétées comme les lettres d'un fou, comme les lettres de quelqu'un qui avait perdu la raison. Mais c'est exactement comme il parlait toujours.
Donc, soit il était fou toujours, soit il n'était pas fou là, peut-être la première, mais non. Et alors, le roman parle de ça, parle de ce que l'enlèvement d'Aldo Moro a produit dans l'imaginaire. Beaucoup de personnes rêvaient la libération d'Aldo Moro. Beaucoup de personnes signalaient d'avoir vu Aldo Moro, comme il signalait, il témoignait d'avoir vu des ovnis. La même chose, je vois Aldo Moro, il parlait, il était là. Exactement comme hier soir, j'ai vu un ovni dans le ciel. Parce que tout le monde voulait la libération d'Aldo Moro. En effet, l'assassinat a été, je crois, un échec des Brigades Rouges. Et tout le monde voulait la libération parce que tout le monde savait qu'il aurait dit des choses très intéressantes. En effet, quand nous avons publié le roman, est sortie sur Netflix une série télévisive par Bellocchio, un metteur en scène italien. Et là, il y a exactement ça, il y a le rêve. La série commence avec... tu ne sais pas que c'est un rêve, mais c'est un rêve. Aldo Moro est libéré. Et du coup, la démocratie chrétienne enlève Aldo Moro libéré et emporte Aldo Moro dans un hôpital pour lui empêcher de dire les choses qu'il avait commencé à écrire dans les lettres. Et donc, parler d'OVNI, c'est parler aussi de ça, de l'imaginaire, des extraterrestres réels ou pas dans l'Italie qui venait, qui en effet, là tu disais, pendant la période du Covid, la société était de quelque façon repliée sur soi. En 1978, ça commençait. En italien, on parle du reflusso, c'est-à-dire que voilà, la vague qui revient sur soi. Oui, la vague du changement social qui s'arrête et revient sur soi. Et là, il y a les deux choses. Il y a encore de la révolte et il y a déjà les désirs de se renfermer chez soi, de rester chez soi, de se confiner, de se auto-confiner. C'est ça. Peut-être qu'on passe un peu à la suite, en fait, revenir du coup sur l'histoire de Wu Ming. Là, il y a plusieurs livres. Du coup, L'œil de Carapace, c'est une autre signature, mais tu vas nous expliquer là, Luther Bicêtre. Ça sort en 2001, si je ne me trompe pas, et ça parle plutôt ce coup-ci de la guerre des paysans, du coup en 1525. Et c'est un roman historique, mais qui croise un certain nombre de choses. Après, il y a tout un tas de livres. Il y a le dernier traduit en français, enfin l'avant-dernier du coup, Prolet Culte. Là, ça parle de la Russie en 1927. Et il y a aussi une histoire de science-fiction et peut-être d'extraterrestres. Ça a l'air de vous obséder un petit peu dernièrement, ces extraterrestres. Mais c'est une manière de revenir sur la révolution russe, mais en faisant peut-être un bilan 10 ans après d'où ça en est. Et aussi sorti en français il y a 3-4 ans,
de Wu Ming 1, seulement tout seul. Là, c'est plus un essai, c'est Q comme complot. Et en fait, ça revient sur ces histoires de complotisme et de fantasmes de complot, de noyaux de vérité. Et c'est vraiment super intéressant. Et j'ai l'impression qu'il y a un fil conducteur, au moins dernièrement, dans votre travail. C'est justement cette question d'imaginaire et de contre-imaginaire collectif. Enfin, comment, dans les livres et même en dehors, comment on pourrait se mettre en place des imaginaires collectifs et sociaux qui ne soient pas ceux du capitalisme ou ceux du repli sur soi ou de la réaction. Du coup, je ne sais pas si tu peux retracer un peu l'histoire de Luther Blissett jusqu'à Rumi et puis nous expliquer un peu le projet ou l'expérimentation collective que vous faites avec tout ça. Alors, Luther Blissett, c'était un projet qui a démarré en 1995 et c'était très simple, tout le monde pouvait utiliser cette signature pour signer n'importe quoi. Et le but, c'était de faire grandir la réputation de ce personnage, Luther Blissett, qui personne ne savait pas qui c'était, qui avait un visage qui était on avait mêlé les visages des grands-parents seulement. Et donc, Luther Blissett, tout le monde pouvait être Luther Blissett. Il était suffisant de signer quelque chose Luther Blissett. Il n'y avait pas de comité central, il n'y avait pas de règles à suivre. La seule règle, c'était de ne pas revendiquer des droits d'auteur sur ce qu'on avait signé. Luther Blissett, l'idée, c'était que quand tu signais quelque chose comme ça, tu profitais de la célébrité collective que l'intelligence collective avait donnée à cette signature, à ce personnage, et donc tu ne pouvais pas revendiquer des droits d'auteur, c'est-à-dire que tous les textes, par exemple, devaient rester accessibles et il n'y avait pas encore les licences Creative Commons. On parlait seulement de non-copyright dans nos réseaux. Et Luther Blissett revendiquait soit les non-copyright, soit les copyleft, c'est-à-dire tu peux reproduire les textes, tu peux utiliser les textes comme tu veux. Tu ne peux pas l'utiliser du point de vue économique seulement. Donc, c'était une façon d'équilibrer, de balancer les droits de tout le monde à accéder à la culture et les droits des auteurs d'être rémunérés pour ce qu'ils font. Et Luther Blissett était répandu un peu partout, en Allemagne, en Argentine, en Australie. En France, il n'y en avait pas beaucoup, mais quelqu'un qui signait avec ce nom. Et pour nous, le projet a duré 5 ans, c'est-à-dire qu'il c'était un plan quinquennal, comme à l'Union soviétique. Et parce que on avait commencé en 1994 et donc comme ça on pouvait terminer avec le Millennium en 1999. Et des autres ont continué parce qu'il n'y avait pas la règle de terminer là, qui voulait pouvait continuer. Et notre dernière contribution au projet a été l'écriture de ce roman qui s'appelle L'œil de Carafa en français et Q en italien. Et on a essayé seulement de faire ce qu'on faisait dans d'autres domaines
de l'art, de la culture, c'est-à-dire qu'avec Luther Blissett, on avait fait une émission radio, on avait fait une revue, on avait fait des performances théâtrales. Des canulars aussi. Et aussi des canulars, oui. Oui. C'est-à-dire que vous savez que là, dans les années 90, commençait le projet d'Andy Media qui disait tu ne dois pas aimer les médias, tu dois devenir les médias. Et Luther Blissett disait autre chose, disait si les médias te racontent des mensonges, tu dois raconter des mensonges aux médias. Donc tu dois contre-attaquer avec des contre-narrations, mais des contre-narrations qui se présentent comme des nouvelles qu'un journaliste peut vouloir publier sur la une d'un journal local ou national. Et on a inventé beaucoup de ce qu'aujourd'hui s'appelle fake news. La différence, c'était que toujours on revendiquait, c'est-à-dire qu'on arrivait à faire publier une histoire qui toujours jouait avec les préjugés de la presse et de l'opinion publique sur la presse. Et après, on faisait des communiqués qui disaient la nouvelle a été inventée par Luther Blissett, voilà comment nous avons fait. Donc on expliquait que par exemple c'était très intéressant d'utiliser un trou dans le système de la presse, c'était la rubrique des lettres au directeur. C'est-à-dire que tu envoyais maintes de lettres en disant j'ai vu cette chose dans la ville. Par exemple, nous avons inventé l'horrorisme, c'est-à-dire que plusieurs lettres qui disaient j'ai trouvé un cœur de bœuf sur ma voiture, j'ai trouvé des entrailles de brebis sur un banc public, comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, je me demande, c'est du vandalisme, c'est de l'art, il y a quelqu'un qui veut diffuser les paniques, je m'interroge, c'est dégueulasse, comme ça. Rien de ça s'était passé dans la vie. Mais il Resto del Carlino, c'est le journal local de Bologne, a publié à Bologne est né l'horrorisme, et ils ont interrogé des experts pour décider si c'était vandalisme ou art public, comme ça. Et nous avons envoyé à l'expert qu'ils avaient interrogé un crâne de bœuf, je crois, avec un autocollant ici. On avait écrit c'est de l'art ou du vandalisme. Et alors, donc on racontait des histoires et on a pensé qu'on pouvait le faire aussi d'une façon littéraire. Et qu'on pouvait essayer d'écrire ensemble. Nous faisons maintes de choses ensemble, et donc pourquoi pas de la littérature. Et en effet, on était convaincus que l'intelligence collective peut s'exprimer aussi dans un texte, que la création est toujours collective, mais on devait les démontrer. Parce que nous étions convaincus que là, il y a un préjugé à propos de l'auteur, que l'auteur doit être quelqu'un qui est inspiré, qui est solitaire, et qui pense là à ces choses, comme ça. Et on était convaincus que c'est un préjugé, mais peut-être on aurait rencontré des difficultés réelles. On ne savait pas.
Donc on devait démontrer qu'on pouvait le faire. On a proposé le roman à un éditeur qui l'a publié. Le roman a eu grand succès en Italie et donc on a décidé de continuer. Mais le projet Luther Blissett était terminé, donc on a décidé de rester ensemble, les quatre qui avaient écrit L'œil de Carafa, puis un cinquième, et on s'est appelé Wuming, ça veut dire sans nom en chinois. Et on a continué à raconter des histoires collectivement parce qu'on pense que la narration collective, la narration d'histoires alternatives, c'est la façon de répondre au grand récit, au récit du pouvoir, on ne doit pas terminer de raconter des histoires seulement parce que le pouvoir utilise les narrations pour nous confondre. Ça serait comme si je terminais de dire je t'aime parce que je t'aime est écrit dans la pub, à la télé, comme ça, non? Parce que le capitalisme, c'est approprié du mot, d'une phrase. Moi, je dois terminer de l'utiliser, non? Je continue à l'utiliser, mais j'essaie de trouver de façon alternative. Et voilà, c'est ce que nous essayons de faire avec nos recherches, nos bouquins, les sites JAP, etc. Tu peux nous expliquer comment, du coup, on passe de L'œil de Carafa en 2001 à en 2000, je sais plus comment c'est fait, 2022, 2023, Q comme complot? Oui, alors, le roman Q, avec son titre original, a été publié aux États-Unis, dans les pays anglophones. Là, il n'y avait pas de problème avec les titres Q. Et quelqu'un, quand dans la première élection de Donald Trump, on a commencé à parler des QAnon, de ce groupe de paranoïaques, complotistes, qui ont commencé à raconter des histoires à propos de la cabale, le groupe de Hillary Clinton et des autres qui sont pédophiles, qui ils boivent le sang, etc. Quelqu'un a dit que le nom QAnon venait de notre roman. Parce que dans notre roman, il y a un espion du pape qui s'infiltre, qui vit avec les anabaptistes, avec les hérétiques, et envoie des lettres au futur pape à propos de ce qu'ils font, et aussi il pousse les hérétiques à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Donc, manipuler. Oui, il manipule les hérétiques parce qu'il les connaît très bien. Il est plus dans une bataille campale avec les forces catholiques où ils sont complètement détruits. Et alors là, il y avait l'analogie parce que quelqu'un disait que QAnon était commencé comme
une canular contre l'extrême droite américaine pour démontrer, voilà, qu'est-ce qu'ils sont prêts à croire. Non, moi, je raconte, je dis que je suis dans le deep state, je suis quelqu'un qui est dans l'état profond, qui révèle des choses cachées, des choses qui ne doivent pas être révélées. Et voilà qu'est-ce que je arrive à faire croire. À propos de Hillary Clinton, à propos de pédophiles, etc. Et puis, quelqu'un dit que cette canular, comment dit-on, échappée des mains de ceux qui l'ont bâti, qui l'ont organisé. Et ça démontre qu'en effet, parodier le complotisme n'arrive pas à les renverser. C'est-à-dire que peut-être, je ne sais pas si c'est vrai, peut-être QAnon était une tentative de parodier le complotisme de l'extrême droite, mais la parodie est plus faible que la paranoïa, que le paranoïde, et donc elle a été complètement mise de côté. Oui, complètement utilisée par l'extrême droite même, qui s'en est servi. Et donc c'est l'exemple d'une canular, peut-être, si c'est comme ça, qui n'est pas arrivé à son bout. Et alors voilà que nous avons écrit à propos du problème de comment répondre aux narrations des complotistes, aux fantasmes des complots, en écrivant ce texte coup comme complot, parce que voilà, peut-être que notre roman a eu un rôle dans le fantasme de complot de QAnon. Il me semble, justement, dans Q comme complot, il y a vraiment cette interrogation qui, je pense, c'est vraiment une des interrogations qui vous traverse, qui traverse, moi je sais pas, moi qui me traverse, je sais, Miguel. C'est vraiment de plus en plus cette impression d'être cerné par des machines surpuissantes. Et là, par exemple, QAnon, qui au début peut apparaître comme complètement invraisemblable, et puis qui finalement prend de plus en plus, jusqu'à aboutir d'une certaine manière à la victoire de Trump, et la réélection de Trump a aussi montré que... Et du coup, alors voilà, dans Q comme complot, il y a cette idée, le debunking, ça ne suffit pas. Il faut qu'on arrive à construire des récits alternatifs. Il faut que la gauche réussisse à s'emparer des imaginaires pour eux. Mais c'est à quoi vous vous employez, et vous le faites très bien, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu seul dans le désert, et que malgré tout, ça... Moi, je sais pas, face à cette machine comme qui s'emballe en efficacité, aussi avec les réseaux sociaux, aussi avec les reconfigurations politiques, est-ce qu'il n'y a pas des fois où vous désespérez du pouvoir de la fiction, ou vous y croyez encore? Pas facile de répondre parce que oui, non, alors on n'est pas désespéré à propos du pouvoir des narrations,
parce que on pense que on aura toujours besoin de raconter des histoires et que les histoires sont comme ne sont pas seulement une façon de représenter le monde, donc de donner un sens à ce qui se passe, de trouver une trame pour ce qui se passe. Ce sont aussi des outils pour se rencontrer. Donc, je crois que on peut avoir des narrations que peut-être ne sont pas si puissantes que les autres, que c'est du capitalisme ou du pouvoir, mais qui arrivent quand même à réunir des communautés. Donc, je crois que les communautés ont toujours besoin de ça. Et indépendamment du pouvoir, du pouvoir médiatique d'une narration. Donc, je ne m'interroge pas à propos de ce pouvoir, mais du pouvoir de réunir, de donner une motivation à l'action collective. Si les histoires font ça, alors c'est assez, je crois. Et en effet, on doit confier dans des réseaux différents, et il y en a. Voilà. On peut. Oui, il y a beaucoup de liens où, heureusement, on peut encore se retrouver, discuter, échanger des histoires, parler, s'organiser, et je crois que là, on peut réellement construire une réponse. Mais surtout, je crois que c'est important à propos du complotisme, ce que je disais avant à propos des ovnis, reconnaître que les fantasmes des complots ont deux caractéristiques très importantes. Ce sont que là, il y a toujours des noyaux de vérité, c'est-à-dire qui sont peut-être cachés par beaucoup de choses complètement invraisemblables, mais il y a et il faut se connaître avec les amis qui croient aux fantasmes des complots, se connaître avec eux à travers ces noyaux de vérité. Et la deuxième chose, la deuxième caractéristique est que souvent les fantasmes de complot sont quelque chose de beau. C'est-à-dire, ce sont des narrations qui ont la beauté de ce qui est terrible, hein, qui décrivent quelque chose de terrible qui t'étonne, de quelque façon sont étonnants, sont merveilleux, et donc il ne faut pas soustraire ces deux caractéristiques, c'est-à-dire donc réfléchir quel est le noyau de vérité que celui qui croit dans ce fantasme de complot, celui qui est complètement enveloppé par ce fantasme de complot, quel est le noyau de vérité auquel moi aussi Pour adhérer. oui, je peux adhérer. C'est-à-dire, quand on parle de traînes blanches, Chemtrails. chemtrails,
Bon, là, il y a des noyaux de vérité, c'est-à-dire que le militaire ont déjà essayé de faire effectivement des expériments pour changer les climats. Et c'est vrai que les complexes militaires industriels, s'il aurait la possibilité de faire ça, le ferait. Donc là, il y a les noyaux de vérité, c'est la peur du pouvoir de ces complexes militaires et industriels. Et là, on peut organiser, on peut bâtir des narrations anticapitalistes. Mais les fantômes des complots fait autre chose. C'est une diversion de l'attention à partir d'un noyau de vérité, mais après, voilà, on part d'autre chose. Et voilà que je crois qu'il faut donc partir de là et utiliser la merveille pour raconter des histoires différentes. Vu que maintenant on parle beaucoup d'intelligence artificielle et qu'il y a la possibilité d'écrire et faire de l'écriture en co-écriture, on l'appellerait pas collective, mais est-ce que pour vous ça serait possible de vous envisager jamais une voie, enfin est-ce que cette forme d'écriture à plusieurs voix, ça me paraît un peu peut-être l'opposé de ce que Blooming a voulu créer, et qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Alors, je crois que la différence entre l'écriture de l'intelligence artificielle générative et l'écriture collective, c'est que l'intelligence artificielle écrit avec des clichés, des stéréotypes. C'est complètement la reproduction des stéréotypes, c'est-à-dire que, en effet, elle apprend à écrire en faisant de quelque façon une moyenne entre ce qu'on a déjà écrit. Et donc, cette moyenne est toujours quelque chose qui est très stéréotypé. Et peut-être que la seule chose que je crois est intéressante quand on demande à l'intelligence artificielle, ChatGPT comme ça, d'écrire pas un roman, mais d'écrire une histoire, c'est de voir nos stéréotypes. C'est-à-dire que nos stéréotypes, pas seulement dans le contenu, mais aussi dans la structure. L'intelligence artificielle, en effet, écrit des petites nouvelles, des récits bien structurés. La langue est correcte. C'est étonnant peut-être que beaucoup de gens n'arriveraient pas à écrire comme ça. Ça, c'est en 7 minutes, 5 minutes peut-être. Mais là, tout est stéréotype. La structure, les personnages, l'ambientation, les dialogues. Et l'écriture collective que nous pratiquons, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que nous utilisons le fait que nous sommes plusieurs pour vaincre le stéréotype. Et toujours quand on a des différentes idées, on ne cherche jamais de trouver la moyenne entre les différentes idées.
maximum commun dénominateur, je ne sais pas si on dit comme ça en français. Oui, les noyaux entre les différentes idées. Parce que quand on écrit ensemble, si on a des idées différentes, si on se concentre sur les noyaux communs, ces noyaux n'a pas de saveur, n'arrive pas à faire battre le cœur de personnes entre nous. Non? Et donc, on essaye toujours de trouver la quatrième, la cinquième idée, qui est les multiples communs, pas les dénominateurs communs. Et je crois que l'intelligence artificielle travaille à l'envers, d'une façon complètement différente. Donc, je crois que l'écriture collective sera quelque chose aura de résultats toujours différents par rapport à ceux de l'intelligence artificielle. Et je crois que tous les expériments de co-écriture entre êtres humains et machines, avec l'intelligence artificielle, je essaye de améliorer ce que l'intelligence artificielle a produit, puis je soumis encore ce que j'ai écrit, comme ça. Donc ça consomme trop d'énergie humaine et surtout d'énergie de l'environnement. Je ne crois pas. C'est comme si je faisais de l'art en coupant des arbres. Puis je dis, voilà, mon œuvre d'art, c'est de couper des centaines d'arbres. C'est artistique. Bon, c'est artistique, mais l'éthique, il n'y a pas d'éthique. Et je pense que maintenant, on devrait se concentrer sur les problèmes pour l'énergie, pour l'environnement que l'intelligence artificielle nous pose, et pas expérimenter ces écritures collectives avec la machine qui, je crois, n'ont pas de résultats très intéressants. Merci. Vous m'entendez? Ouais. Je voulais savoir concrètement comment vous faites pour prendre des décisions ou même avoir des idées quand vous travaillez en groupe. Concrètement, comment ça se passe? Alors, du coup, on commence simplement à raconter. Moi, j'ai lu quelque chose à propos de ça. Moi, j'ai lu qu'en 1978, en Italie, on a eu les records mondiaux de vision de ovnis, comme ça, simplement. Et c'est comme des musiciens qui se trouvent, et il y a quelqu'un qui a un passage, joue quelque chose, et alors les autres essayent de mettre d'autres passages comme ça. Et comme ça, nous arrivons à concevoir une idée de l'histoire qu'on veut raconter. C'est-à-dire, bon, on pourrait parler de ça avec ces personnages, etc. Puis, on commence à penser comment raconter cette histoire. Donc, comment commencer. Et les différents chapitres. Comme il y a le premier chapitre, c'est comme ça, le deuxième, c'est comme ça, le troisième, c'est comme ça. Et
Et puis on parle en détail, dans le premier chapitre, c'est comme ça, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a un personnage qui fait ça, qui dit ça, qui rencontre celui-là, celle-là, etc. Et quand on est arrivé à décrire exactement ce qui se passe dans les chapitres, alors en solitaire, en solo, un d'entre nous écrit le premier chapitre, pendant que les autres écrivent les autres chapitres. C'est-à-dire qu'on travaille en parallèle, parce que moi, je peux écrire le deuxième chapitre aussi si on n'a pas le premier, parce que je sais qu'est-ce qui se passe dans le premier. On a discuté ensemble, on a décidé que le premier chapitre arrive là, et puis je peux partir avec mon chapitre. Toujours, il y a des différences, on n'arrive pas à contrôler, heureusement, on n'arrive pas à contrôler l'histoire et les personnages complètement, donc on doit toujours communiquer qu'on a fait de changements. Moi, j'ai changé quelque chose dans les chapitres, tu dois en tenir compte en écrivant ton chapitre, parce que, et on discute toujours. Et puis, on se rencontre et chacun lit le chapitre qu'il a produit, qu'il a écrit. Moi, je lis mon chapitre, etc. Et les autres peuvent faire des notes, des observations. Moi, je changerais ça. Moi, je crois que ce dialogue ne marche pas, comme ça. Et on est arrivé à accepter complètement les observations, parce qu'on sait que là, il n'y a rien de personnel. C'est impossible que mon compagnon me dise quelque chose parce qu'il est en conflit avec moi, non? C'est seulement parce qu'il veut, comme moi, écrire le roman meilleur possible ensemble. Donc, je suis confiant. Et après, quand on a lu le chapitre avec toutes les notes, toutes les observations, c'est lui qui en a fait plus doit réécrire le chapitre. Okay. Donc, moi j'ai écrit un chapitre, mais jamais je remanie, je change mon chapitre. Je travaille toujours sur le chapitre d'un autre, et un autre travaille sur mon chapitre. Ce n'est pas mon chapitre, pas du tout. Et il peut faire ce qu'il veut. Seulement, il doit respecter la discussion qu'on a eue à propos du chapitre, mais il peut l'améliorer un peu, ou bien il peut les jeter à la poubelle et recommencer complètement. Je crois que c'est intéressant qu'on a découvert que dans ce processus, c'est mieux d'écrire quelque chose d'ébouché, pas trop parfait. C'est-à-dire que au départ, quand j'écrivais, au départ, c'est-à-dire 25 ans avant, et quand j'écrivais mon chapitre, j'essayais de démontrer à mes compagnons que voilà, vous voyez comment j'écris, bien, vous êtes avec quelqu'un qui écrit vraiment bien, etc. Et c'était plus difficile pour les autres d'intervenir sur un chapitre comme celui-ci. C'était plus facile si je ne passais pas une semaine là-dessus à changer un mot, parce que un mot sur lequel j'ai réfléchi une semaine, c'est ma fille, c'est mon fils. Et donc, si tu tues mon fils, je suis prêt à combattre. Mais bon,
il faut, quand on écrit, il faut apprendre à tuer les fils. Donc c'est important aussi pour écrire en solitaire d'apprendre ça. C'est mieux que la perfection. La perfection existe, mais qui arrive avec le processus de changement collectif. Et les chapitres continuent à être réécrits, changés oui, jusqu'à ils n'arrivent pas à être considérés bons. Alors, on peut le mettre à côté et continuer. Puis, quand on a une quinzaine de chapitres, on relit et on change encore, comme ça. Et quand on a des idées différentes, on a appris à discuter, à se confronter. Et voilà, toujours on cherche de hausser le niveau auquel il faut arriver, pas de les baisser pour s'accorder, non? C'est-à-dire, c'est pas l'accord qui se fait en rebaissant les désirs, mais en haussant ce qu'on désire ensemble. Et donc, quand on a, peut-être, on a trois idées différentes et il y en a une qui arrive à convaincre les autres. Mais souvent, on mêle les différentes idées et on trouve une quatrième qui est meilleure. Et bon, quand on termine, j'ai toujours l'impression qu'on a écrit quelque chose que moi, je ne serais jamais arrivé à écrire tout seul. Je me suis amusé beaucoup plus. Quand j'écris en solitaire, pas très amusant. Je m'amuse avec les autres. J'ai beaucoup plus de doutes, tandis que quand je suis avec les autres, je peux toujours demander l'opinion des autres. Et ça me rassure sur la démarche de l'écriture, sur la démarche collective. Et je ne sais pas si... Oui, voilà. Merci beaucoup. Et est-ce que dans le style, on ressent la différence d'un chapitre à l'autre? Alors, là, on a utilisé l'intelligence artificielle. Non, des étudiants de l'université, des chercheurs. Parce que là, il y a un domaine d'études qui s'appelle Digital Humanities, c'est-à-dire qu'on applique le numérique à la littérature. Et une des choses qui intéresse à ceux qui s'intéressent de Digital Humanities, c'est de identifier les styles d'un auteur. Qu'est-ce qu'il y a qui permet de reconnaître le style d'un auteur, non? Et donc, ils ont comparé les styles de nos romans en solo avec les styles des romans collectifs pour voir là, il y a la main de Wu-Ming 2, là, il y a la main de Wu-Ming 1. Et ça ne marche pas. Non. Ils ont trouvé quelques mots que mes compagnons n'utilisent pas, que j'utilise souvent, mais seulement des mots. Pas réellement quelque chose de... Parce que, en effet,
le style d'écriture, c'est quelque chose que aussi l'individu doit rechercher. C'est pas comme l'ADN, c'est pas comme mon style, c'est comme mon bras. J'ai mon bras, j'ai mon style. Non, c'est quelque chose que je dois construire, que je dois trouver, que je dois rechercher. J'ai lu dans l'autobiographie de Miles Davis, quand il dit j'ai eu besoin de 15 ans pour arriver à jouer d'une façon que si quelqu'un passait dessous de ma fenêtre, il disait voilà, là c'est Miles Davis qui habite là. Mais pendant 15 ans, j'ai seulement imité mes héros, comme Dizzy Gillespie ou les autres. Et comme ça, je suis arrivé à bâtir, à construire mon style. Et cette recherche, on peut la faire ensemble. C'est normal. Quand on parle de la musique, c'est complètement normal, non? Il y a un groupe qui, quand joue ensemble, a le style collectif, et puis le musicien qui joue en solo a complètement un autre style. Peut-être il joue de la musique électronique et avec les autres il fait du punk. Et c'est pas étonnant. Dans la littérature, c'est quelque chose qui étonne. Je crois parce qu'il y a encore une sorte de préjugé à propos du style littéraire, comme quelque chose d'intime qui vient de l'individu, qui vient de l'intimité. Peut-être qu'il y a des auteurs qui ont un style comme ça, mais moi non. Donc pour moi, c'est vraiment facile. C'est-à-dire, quand j'écris avec les autres, je sais parfaitement ce que je dois jouer pour jouer avec les autres. C'est comme si je joue avec un groupe rock and roll. Je sais que je ne dois pas faire du jazz, non? Ou bien je peux faire du jazz, mais pour arriver à mêler ce jazz avec, et je dois discuter avec les autres, etc. Mais je sais ce qu'on fait ensemble. Donc c'est pas difficile pour moi de mettre à côté certaines choses que j'aime quand j'écris en solo pour mieux écrire ensemble, parce que là je sais que le style collectif marche comme ça. Merci. Ouais, Non, je me disais peut-être, là ça va bientôt faire 2 heures, peut-être prendre 2-3 questions, puis après, Oui, et après continuer. mais je reste là aussi, donc on peut aussi discuter ensemble après. j'arrive au micro. Quand le micro, j'ai fait le tour du... En fait, je me demandais, quand on parle d'OVNI et qu'on n'y croit pas, on aurait tendance un peu à être ironique un peu, et en tout cas en parlant d'ufologie. Et en fait, dans le bouquin, bon, je ne suis pas encore arrivé jusqu'à la fin, mais il n'y a pas du tout d'ironie, en tout cas, ce n'est pas un procédé que vous utilisez dans votre littérature et dans ce livre. Et du coup, ma question, c'est de savoir si tu penses qu'on devrait pouvoir se passer d'ironie dans la littérature engagée, par exemple, ou dans la littérature qui aimerait faire changer les choses. C'est difficile de répondre parce que, alors, je crois que, oui, je crois que l'ironie n'est pas une arme pour faire des contre-narrations. Comme je disais avant, parodier
parodier les stéréotypes, parodier les croyances, parodier les grands récits, c'est pas utile parce que je crois que la parodie peut toujours être réutilisée par ceux qu'on parodie. Et donc c'est faible. Je crois que c'est une façon de rire, de se soulever un peu. Je ne veux pas dire que on n'a pas besoin du tout de ça, parce que bon, on peut aussi l'utiliser, mais je crois que ce n'est pas le ton, l'atmosphère. Donc on peut faire de l'ironie sur quelque chose, mais pas sur toute une narration. Parce que là, on risque d'avoir un ton froid, de détachement, et c'est le contraire de l'engagement, de détachement, un ton paternaliste justement, c'est-à-dire moi je suis plus intelligent que ça. Souvent l'ironie c'est l'auteur qui dit moi je suis plus intelligent de l'histoire que je raconte, donc je suis plus intelligent que vous qui écoutez cette histoire, non? Ou bien moi qui écris et toi qui lis, nous sommes plus intelligents que ça, que ce personnage, mais être plus intelligent, bon, que ça ne m'intéresse pas. Je crois que ce qui m'intéresse, c'est de faire quelque chose ensemble. Donc, et si au départ je dis moi je suis plus intelligent que, on n'est pas ensemble, on est déjà détaché, non? Et donc je crois que il faut chercher de n'être pas lourd, d'être légère, mais d'une légèreté qui ne sort pas de l'ironie, qui ne sort pas du détachement, de la froideur par rapport à ce que je raconte, qui n'est pas la légèreté de celui qui dit « je te raconte ça, mais ça ne m'intéresse pas du tout, vraiment, hein, c'est un jeu ». Parce que souvent, c'est ça, la littérature dit bien ça, non? Jouons ensemble, mais on est... moi et toi, nous savons que c'est seulement un jeu. Non, ce n'est pas seulement un jeu, c'est quelque chose d'important. Je crois que raconter des histoires, c'est important, ça change les choses, ça nous engage. On ne peut pas faire de la littérature sans responsabilité. Comme on ne peut pas, parce que faire de la littérature, c'est exercer un pouvoir. C'est exercer le pouvoir de raconter, peut-être quand même de manipuler, peut-être quand même de fasciner. Donc, on doit être conscient de ce pouvoir et essayer de le distribuer. Donc, et l'ironie n'arrive jamais à distribuer ce pouvoir, c'est mon pouvoir de me détacher des choses. Donc, mais je crois qu'on peut aussi raconter des choses très importantes légèrement. Donc, nous essayons de faire ça. Donc, pas de parler d'OVNI ironiquement. On parle des ovnis pour parler des années 70 en Italie, donc quelque chose d'important qui a changé la façon de vivre en Italie aujourd'hui. Mais
en parlant d'OVNI, on peut le faire d'une façon différente, alternative, et aussi plus légère, je crois, que parler directement, peut-être, des Brigades Rouges, de l'enlèvement d'Aldo Moro, etc. Mais ce n'est pas la légèreté de l'ironie, c'est la légèreté du plaisir, de la merveille, de l'enchantement. C'est la légèreté de l'enfance. Parce que les histoires font ça, doivent nous donner à nouveau l'impression de nous merveiller, de reconnaître le monde pour la première fois. C'est là. Non, et voilà que ça peut être légère sans être ironique. C'est difficile à dire en français. Très bien. Et ben, On a faim, on a faim, on a soif. on a soif.